Bienvenue, 100% politique, évidemment consacré intégralement pendant 3 heures et sans publicité. C'est vrai. À cette nomination de Michel Barnier, sur laquelle on va revenir. Les réactions nombreuses en France, mais aussi à l'étranger. Puis beaucoup d'invités vont nous rejoindre ce soir. Avec Yohann Usaï, évidemment, du service politique de CNews. Bonsoir, cher Yohann. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir, Romain Eskenazi. Vous êtes député Parti Socialiste du Val d'Oise. Merci d'être présent pour réagir à cette nomination. Hervé Morin, bonsoir à vous. Merci également d'être présent, président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense, bien sûr. Ce sera important de vous entendre ce soir, tout comme Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. D'autres invités sont attendus. Jean-Alain Lacapelle et Jean-Christophe Gallien devraient nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Plus de 50 jours après la démission du plus jeune Premier ministre de la Ve République, la France connaît donc le nom du nouveau Premier ministre, c'est Michel Barnier. 51 jours précisément, ça a été enfin le bout du tunnel. Enfin, tous les soirs on vous donnait ce décompte, il a fallu 51 jours. Moi je retiens ce soir que la politique française... Monsieur Gallien et Jean-Alain Lacapelle du Rassemblement National. La politique française est malade, mais la guérison est possible si nous sortons du sectarisme. Les mots tout à l'heure de Gabriel Attal, il était autour de 18h45. Alors, évidemment, on va parler d'abord de cette figure de Michel Barnier, 73 ans. C'est totalement même l'anti-Attal. C'est le plus âgé des premiers ministres qui n'ait jamais été nommé contre le plus jeune jusqu'ici. Et d'abord, on va peut-être entendre les premiers mots du nouveau locataire de Matignon, justement lors de cette passation de pouvoir. Gabriel Attal qui a cédé la main à Michel Barnier. Notre pays connaît une situation politique tout à fait inédite. La politique française est malade. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. À condition que nous acceptions tous de nous placer à la hauteur de cette responsabilité historique. À condition que nous acceptions tous de sortir du sectarisme. À condition que nous acceptions tous de sortir des coups politiques. À condition que nous acceptions tous d'arrêter de tout voir en noir. Je peux dire quelques mots, là. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. Même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants. On attend qu'ils disent la vérité sur l'influence ou la manière d'augmenter encore l'influence de notre pays en Europe. On attend qu'ils disent la vérité sur le rôle vital que tiennent et que jouent dans tous nos territoires métropolitains et outre-mer les acteurs du monde de l'économie, des grandes entreprises industrielles. J'en ai connu beaucoup dans ma région, comme des entreprises plus petites ou de l'artisanat, les entreprises du monde agricole et de la pêche aussi, dont j'ai eu l'honneur d'être le ministre il y a quelques années, pas loin d'ici. L'hommage d'abord d'Emmanuel Macron à Gabriel Attal avant d'entamer la discussion en plateau. Le chef de l'État qui a remercié son jeune Premier ministre. Donc merci, cher Gabriel Attal, pour ces 8 mois en tant que Premier ministre. Avec le gouvernement, vous avez fait avancer le pays et contribué à son rayonnement dans un moment important au service de nos concitoyens. La France au cœur. Un premier commentaire. Yohann Usaï, on a attendu 51 jours pour voir Michel Barnier arriver à Matignon. Est-ce que c'est une surprise politique? On a vu qu'il était assez taquin dès cette passation de pouvoir, avec cette petite pique envoyé au moment de prendre la parole face à Gabriel Attal. On a le droit déjà de dire que le tweet d'Emmanuel Macron n'est pas sincère. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'on a besoin de le dire? Je préfère le préciser pour que ce soit clair pour tout le monde. Ensuite, est-ce que la nomination de Michel Barnier est une surprise? Je veux dire oui et non. Enfin, on savait que c'était... Ça faisait un moment qu'on pensait à lui à l'Élysée, mais c'était pas rendu public. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui avait soufflé son nom il y a déjà quelques semaines. Alexis Collère. Qui l'a contacté cet été. Oui, absolument.
Est-ce que c'est une surprise? Oui et non, je vous le disais, parce que c'est le profil qu'on recherchait en réalité. Il fallait que ce soit, à l'évidence, là, quelqu'un de droite, compte tenu des exigences, et il fallait que le Rassemblement national donne son feu vert. Emmanuel Macron a testé tous les partis politiques, il a appelé Marine Le Pen et Jordan Bardella, et c'est évidemment cela qui a permis de nommer Michel Barnier plutôt que Xavier Bertrand, par exemple. Voilà. Hervé Morin, un premier commentaire, 51 jours pour en arriver là. Pourquoi Michel Barnier? Pourquoi ça a duré aussi longtemps? C'est un choix par défaut ou c'est l'homme de la situation? Le fait que ce soit 51 jours, c'est pas un drame. D'une part, il y avait les Jeux Olympiques. Ils ont bon dans les JO. Bon, ouais, mais enfin, bon, ça, c'était important qu'on ait un gouvernement et qu'on soit pas dans un bordel complet, quoi. Bon. Deuxièmement, quand vous regardez certaines démocraties en Europe, alors c'est pas du tout ce modèle. C'est-à-dire, c'est le modèle de formation politique qui se mettent autour de la table, qui décident de faire une coalition, qui bâtissent un programme et qui ensuite décident de gouverner ensemble. Bon, et souvent, en Allemagne, ça dure pas 51 jours, ça dure 2 mois, 3 mois, etc. Alors nous, on est dans un modèle différent, parce qu'en vérité, on pense que c'est un homme qui est capable de régler le problème du pays. Donc là, on nomme un Premier ministre. Moi, Michel Barnier, je trouve que c'est un choix judicieux. Je le connais bien, j'étais au gouvernement avec lui. Il a été élu local, il a exercé à peu près toutes les fonctions de la République. Et le gouvernement, parce qu'il y en a eu quelques-uns pour Michel Barnier. Il était ministre de l'Agriculture quand moi j'étais ministre de la Défense sous Sarkozy. Il a été commissaire européen. Je vous rappelle que c'est lui qui a géré le Brexit. Donc il a une expérience en matière de politique européenne qui est extrêmement solide. Le CV est impeccable. Le CV est impeccable. Non, mais bon, c'est ce qu'il va faire de ce mandat qui nous intéresse. Pardon, alors c'est peut-être parce que j'ai plus de 60 ans, mais moi j'ai jamais pensé qu'on était bon forcément à 25 ou à 30 ans. Le jeunisme qui consiste à considérer qu'il faut être jeune pour être bon, moi je pense que je suis meilleur à 60 ans que je ne l'étais à 30 ans ou à 40 ans. Il avait le titre quand même de plus jeune député de France. Avoir un peu d'expérience. Il a été le plus jeune député de France. Il a été élu à 27. Être capable d'arranger les bidons, avoir pris l'habitude de discuter à la fois avec le Parti communiste et avec un certain nombre de formations politiques. Il y en a quelques-uns comme ça encore dans la vie politique française. Au bout du compte, Michel Barnier, c'est plutôt un homme de consensus. C'est pas le mec violent, c'est pas le provocateur. Et pour terminer, il a, pour le connaître, il a beaucoup plus de fermeté que l'idée qu'on fait souvent de lui. C'est pas, sans vouloir lui manquer de respect, il y a peut-être un déficit de charisme, d'image qui fait que. Je parle d'image, hein, je ne parle que d'image. On s'en fout. Je veux dire, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'avoir un Premier ministre capable d'éviter le chaos politique et éventuellement le chaos financier compte tenu de la situation financière. Donc ce dont on a besoin, c'est d'un Premier ministre qui est capable de faire voter un budget, une loi de financement de la sécurité sociale et d'arranger autant que possible pour que le pays est à peu près dans le bon sens. Et pas être censuré dans les Hubert, Jean-Christophe, est-ce que vous avez des infos sur la manière dont s'est passé un peu dans la coulisse son arrivée, sa nomination, le choix autour de lui, etc. ces dernières heures? Mais ce qu'on sait, et ce qui est le plus important politiquement aujourd'hui, c'est que le président de la République, finalement, il a eu 2 conversations avec 2 acteurs politiques importants. Un qui est pas très important quantitativement, qui est les Républicains et donc Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, et un autre qui est plus important quantitativement, politiquement, qui est la Rassemblement national et Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et avec ces 2 acteurs-là, il y a eu la possibilité de virer légèrement à droite par rapport à ce qui se faisait auparavant, mais en réalité d'installer une possibilité d'avoir le moins d'opposition potentielle dans ce que va être l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de plaire aux Français tout de suite. C'est pas si on était dans le business, c'est pas un acte de B2C, c'est un acte de B2B. C'est-à-dire qu'il faut parler à l'Assemblée nationale, si vous voulez. C'est des députés. Donc il va falloir travailler. C'est une réponse au vote des Français. Mais sauf que on apprend on est quand même dans une république parlementaire. Au Parlement, il va devoir gérer un public de parlementaires. D'abord, il commence à parler aux parlementaires. D'abord les siens. Il parlait d'ailleurs déjà à un des siens tout à l'heure là. Le président, c'est ça l'innovation de cette journée, le président du 2e parti du groupe central, ce qu'on appelle le groupe central. Gabriel Attal est aujourd'hui un acteur politique qui, d'habitude, quand le Premier ministre s'en va, on ne sait pas trop ce qui devient. Je parle sous le contrôle d'Hervé Morin. C'est vrai qu'historiquement, les Premiers ministres, quand ils sont virés, ils s'en vont, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Les endroits, ils vont dans le noir, en gros. Là, lui, il a marché, il a fait un peu comme Giscard, il a marché jusqu'à l'Assemblée nationale et il est un acteur avec lequel il réunit d'ailleurs ce soir même, il a réuni ses propres députés. Donc c'est très politique et là, il se parle différemment. Donc on a un moment qui va être un moment effectivement particulier, qui va être celui d'une conversation maintenant depuis Matignon et on verra. Il ne s'agit pas d'être charismatique, il ne s'agit pas. Il l'a dit lui-même.
on va moins parler et plus agir. Ça s'adressait à Gabriel Attal d'ailleurs, entre parenthèses. C'est très important. Est-ce que tout à l'heure, vous avez déjà vu, est-ce qu'il a déjà marqué une rupture dans le style? Complètement. C'est vrai que tout le monde sait que c'est un homme sérieux, c'est un homme respectable, c'est un homme qui a une audience et des réseaux internationaux, qui est notamment en Europe, puisqu'il est reconnu, respecté. Tout de suite, il a été félicité par Madame van der Leyen. On peut voir le tweet d'ailleurs. Horrifique. Bon, et donc quelque part, il marque une rupture en disant la com à tout craint, c'est fini. Et cette passation de pouvoir, elle est assez inhabituelle. En général, c'est un exercice rituel. Et là, ils se sont balancés quand même quelques vérités à la figure. Ensuite, on avait deux personnages qui étaient mis en avant, c'était Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, et il est sorti, et on apprend finalement, alors je dirais pas qu'il y a un pacte avec le Rassemblement National qui a été fait, clairement, mais il y a eu quand même une discussion approfondie avec Marine Le Pen, dont on disait que depuis son échec, peut-être pour avoir trop poussé Bardella et avoir un peu trop fait de wishful thinking, elle était pendant l'été un peu déprimée. En français, Hubert. Prendre ses désirs pour des réalités. Là, il y a un retour au réel, et quelque part, on sait très bien que d'abord, au-delà du théâtre politique, c'est les problèmes économiques qui priment. Car il l'a dit, et c'est très important, la France va mal. La France a une dette énorme. La France est sous surveillance de l'Europe et encore plus des marchés financiers. Et donc, lui, il est là d'abord pour rassurer. Qui ont très bien réagi ce soir. Ensuite, on va voir ce qu'il D'ailleurs, la Bourse de Paris a très bien réagi ce soir, me semble-t-il. Juste un mot de Michel Barnier avant de vous entendre, Monsieur Skenazy, qu'on n'a pas entendu, et Jean-Alain Capelle également. Les premières priorités énoncées par Michel Barnier tout à l'heure. J'aurai l'occasion dans quelques jours, dans quelques semaines à peine, devant le Parlement, de dire les grandes priorités législatives et les propositions au nom du nouveau gouvernement. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoquées, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traverse beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes. Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics, et l'école restera bien la priorité du gouvernement, l'école de la République. Je pense à la sécurité au quotidien. Je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Je pense évidemment au travail et au niveau de vie des Français. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. Même si cette vérité est difficile. Sous-entendu, la vérité n'a pas été dite jusqu'ici. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'on entend. Romain Skenazy, une réaction à cette nomination et à ces premiers mots du nouveau Premier ministre. Écoutez, moi j'évacuerai assez rapidement la question de la personne, mais quand j'allumais la télé tout à l'heure, j'ai cru qu'on était sur Antenne 2. Un homme politique qui est rentré en politique. Au moins, on n'était pas sur le RTF. Voilà, dans les années 70, qui a voté d'ailleurs contre la dépénalisation de l'homosexualité, qui était ministre sous Mitterrand, sous le gouvernement Balladur, alors que Emmanuel Macron nous a vendu la fin de l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Là, l'Ancien Monde, fait son entrée en force à Matignon. Mais encore une fois, c'est un homme d'expérience, et moi, j'évacuerai rapidement la question de la personne pour porter mes critiques. La personne est importante, parce que c'est ce qui a fait qu'on attende autant de temps, Monsieur Skenazy. Non, ce qui a pris du temps, c'est le quoi. C'est pas le qui, c'est le quoi. Et encore une fois, moi je considère que cette nomination est grave, et il y a beaucoup de Français en colère aujourd'hui. C'est une trahison à plusieurs titres. D'abord, une trahison de la majorité des électeurs qu'ils aient voté à gauche, qu'ils aient voté à droite, qu'ils aient voté même pour le Rassemblement National, ont voté aux européennes et aux 2 tours des législatives pour un changement de cap, pour un changement de politique. La priorité d'Emmanuel Macron, ça n'a pas été de respecter la voix des électeurs, ça a été de tout faire, absolument tout faire pour poursuivre sa politique qu'ont absolument décrié et condamné les Français. C'est une trahison effectivement de la gauche qui est arrivée en tête et à qui on aurait dû confier le soin de composer un gouvernement pour aller chercher des majorités. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties parlementaires. On est de fait rentré dans une démocratie parlementaire. C'est une trahison y compris pour les députés macronistes qui sont présentés par le président comme le seul rempart face au Rassemblement National. Il lui donne pas Aujourd'hui, on réalise, ce soir, il ne lui donne pas qui. Sans le soutien du Rassemblement National, qui ne va pas voter la censure, ce gouvernement tombe. Ce soir, même les députés de la majorité ne lui donnent pas qui tue. Mais évidemment, la majorité est divisée. Pour la droite
dont M. Barnier est issu, qui s'est battu à la fois contre le centre et contre l'extrême droite, et c'est même une trahison des électeurs du Rassemblement national, à qui on a expliqué, votez pour nous, vous aurez une alternative au Rassemblement national, et finalement, on se retrouve avec un Rassemblement national qui ne va pas censurer ce gouvernement, et qui a donné un certain nombre de gages pour faire tenir ce gouvernement. Donc très franchement, aujourd'hui, personne n'est satisfait, à part Emmanuel Macron seul dans son bureau, de pouvoir continuer sa politique. Alors, est-ce que les Français sont satisfaits? Alors, avant de donner la parole à Jean Lacapelle, justement, ce premier sondage, alors il faut dire que bon, ça fait 3 heures qu'il est Premier ministre, parce que les Français ont confiance a priori, on va dire, en Michel Barnier. À 42%, ils répondent oui, donc 57% non, sachant qu'un % ne s'est pas représenté. Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est au même moment, Jean Lacapelle, Hervé Morin, si vous voulez réagir juste avant que je donne la parole à Jean Lacapelle, juste sur ce sondage, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution du sondage de pré-popularité, j'ai envie de dire, des 3 premiers ministres, des 3 derniers premiers ministres. Eh bien, on voit que c'est pour Michel Barnier que le score est le plus faible. 53% de priori favorable pour Elisabeth Borne, 48% pour Gabriel Attal en janvier 2024 et aujourd'hui 42%. On est dans une France globalement mécontente, frustrée de la situation. C'est peut-être le seul enseignement qu'on peut tirer en effet après 3 heures Comment on va expliquer à Matignon pour le Premier ministre. Retourner aux urnes et aller voter quand le résultat des élections n'est pas respecté. L'opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Et Jean Lacapelle, vous reprenez juste derrière. Oui, Hervé Morin, allez-y. Oui, vous pensez qu'on aurait eu un autre score si ça avait été quelqu'un issu du Parti Socialiste ou Madame Castet? Vous pensez Je ne pense un seul instant? Non, la France, honnêtement, il y a au moins une chose qu'on doit admettre, c'est que la France n'a jamais été aussi à droite. L'alliance des partis de gauche n'a jamais fait un aussi faible score sous la Ve République, peut-être sauf 93. Bon, donc honnêtement, faut pas se raconter d'histoire. Moi, non, mais c'est pas une question de clivage, c'est une question de mécontentement général. Le mécontentement. Alors moi, le hasard de la vie a fait que pendant toute la semaine, je me suis baladé dans ma région. Baladé au sens rencontrer beaucoup de monde. Bien. J'ai rencontré des Français qui disaient est-ce que vous allez être responsable au moins une fois? Est-ce que vous allez vous entendre pour faire en sorte qu'au moins on ne se retrouve pas dans un chaos absolument complet? Parce que les Français, ils ont en tête qu'avec l'endettement et les déficits dans lesquels nous sommes, la Grèce n'est pas si loin que ça. Et donc c'est ça leur inquiétude. Et donc ils sont plus. Je pense qu'ils doivent être plutôt ravis. La première phrase de Gabriel Attal, ce que disait tout à l'heure, la politique française est malade, mais la guérison est possible. Et alors la dernière chose, pour sauf les filles, c'était de dire et évitez-nous Mélenchon. Voilà, grosso modo, c'était ça. Ça n'a jamais été sur la table. Jean Lacapelle, qui n'a pas réagi. Les Français, pour conclure sur ce sondage, n'ont pas une image très forte encore aujourd'hui de Michel Barnier. Oui, mais de la situation politique globalement, et je crois que le message avait été clair, ils ont sanctionné le gouvernement lors des élections législatives dernières. Parce que notre première responsabilité, nous, cadres et élus du Rassemblement national, c'est de faire respecter les 11 millions de voix qui se sont portés sur les candidats du Rassemblement national lors de la dernière élection législative. Jordan Bardella, Marine Le Pen ont été reçus à l'Élysée en audition par Emmanuel Macron et ils ont exprimé, vous le savez, 3 critères. Le premier critère, dans l'acceptation de la nomination d'un nouveau Premier ministre, c'est bien sûr qu'il respecte nos électeurs. Stop aux insultes, aux injures, au mépris, comme depuis 7 ans, nous le voyons avec les différents électeurs qui portent leur voix et leur confiance sur nos candidats. Deuxièmement, de remettre en question le mode de scrutin. Aujourd'hui, la proportionnelle, qui avait été d'ailleurs promise par Emmanuel Macron, peut être un moyen de sortir d'une situation aussi ingouvernable. Nous étions dans une situation politique bipolarisée. Aujourd'hui, on a 3 blocs aujourd'hui, et on voit bien que le mode de scrutin est arrivé probablement, et d'ailleurs obsolète. Nous sommes le seul pays dans l'Union européenne à ne pas avoir le scrutin proportionnel. Dans d'autres pays, avec 25%, vous accédez aux responsabilités. Donc c'est le deuxième critère sur lequel se sont exprimés Jordan Bardella et Marine Le Pen auprès d'Emmanuel Macron. Donc c'est changer le mode de scrutin rapidement. Et troisièmement... Et vous avez l'assurance que non, sous le mandat de Michel Barnier, ceci arrivera? Non, mais il n'y a pas eu d'assurance, il n'y a pas eu de négociation. Nous, la négociation... On soit bien clair, à l'heure où on se parle, vous ne savez pas si vous allez censurer Michel Barnier ou pas. Mais bien non, Marine Le Pen l'a dit, nous verrons lors du discours de politique générale et lors des débats, notamment aussi autour du budget, nous verrons si elle va se censurer et s'il faut. Et le troisième critère, parce que c'est celui qui est très important aussi, qui va déterminer la position du groupe parlementaire que préside Marine Le Pen, ce sont les 3 piliers autour du pouvoir d'achat, de l'immigration et de la sécurité, qui ont fondé notre programme et sur lesquels, je rappelle que 31% des Français ont porté leur suffrage, leur soutien. Romain Eskenazi doute que vous le censuriez, c'est ça, c'est bien compris. Écoutez,
Emmanuel Macron, qui encore une fois n'avait qu'une seule obsession, c'est de se maintenir au pouvoir et de poursuivre sa politique. Il s'est dit, soit je présente un gouvernement avec une risque de censure de l'extrême droite, soit avec une risque de censure de la gauche. Il a fait son choix. Il sait qu'en faisant ce choix-là, avec cette ligne politique-là, nous allons déposer, et nous voterons, en tout cas au groupe socialiste, une motion de censure contre ce gouvernement qui est, selon nous, un déni absolu de démocratie par rapport au message qu'ont passé les Français, qui ont dit « Nous ne voulons plus de la politique d'Emmanuel Macron, quelles que soient les voies qu'ils ont choisies ». Et d'ailleurs, cher monsieur, encore une fois, il y a un certain nombre de vos électeurs qui pensaient qu'en votant pour vous, ils arriveraient à faire barrage à la politique d'Emmanuel Macron. En fait, ils réalisent que vous lui servez de béquille et que grâce à vos députés qui ne pourront pas voter la censure, Emmanuel Macron va pouvoir poursuivre. Oui, vous inquiétez pas. Je vais répondre. La démarche et l'attitude qu'a eu le groupe que préside Marine Le Pen pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, c'est d'être toujours constructif. Nous avons toujours voté les textes qui allaient dans le bon sens pour les Français. Et nous opposerons toujours aux textes qui, bien évidemment, sont préjudiciables pour les Français. Et nous continuerons dans cette démarche-là, c'est-à-dire une démarche constructive et intelligente et mature. Ça veut dire que demain, si dans le discours de politique générale et si dans l'action de Michel Barnier, le message des Français autour de la baisse du pouvoir d'achat, enfin du maintien du pouvoir d'achat et de l'arrêt de cette baisse de pouvoir d'achat, de l'immigration et de la sécurité, si un certain nombre de critères sont pris en compte. Michel Barnier, dans sa primaire, rappelez-vous, avait réclamé un moratoire sur l'immigration. Il recommandait la suppression de l'AME. Il recommandait justement, on va y venir. De restreindre le regroupement familial. Eh bien écoutez, si on retrouve des éléments comme cela, ça ne mérite pas la censure. Vous êtes chez vous, monsieur Barnier. Est-ce que je peux poser une question? Et sur la question du déficit et de la réduction de celui-ci de 15 à 20 milliards, ce qui est absolument indispensable. C'est quoi vos propositions? Mais écoutez, on nous avait annoncé, Emmanuel Macron, rappelez-vous, pour lequel vous avez tous autour de la table, appelé à voter. Vous avez annoncé le Mozart de la finance. Le budget à 4,1%. Finalement, l'année va se terminer à autour de 6,2%. Donc on est loin. 5,6. Voilà, on est loin d'être dans. Et une projection à 6% pour 2025. C'est une grosse sortie de route. Bien avant, nous sanctionnerons cela. Et dans les débats autour du budget, c'est quoi vos pistes d'économie? Les pistes d'économie, elles sont très claires, vous savez. Il faut regarder un petit peu l'éléphant qu'il y a au cœur du salon. L'immigration, l'AME, 1 million. L'AME, arrêtez. Mais bien sûr, mais bien évidemment, l'AME, 1 million. C'est d'ailleurs ce que M. Barnier a proposé. 1 milliard, pardon. Oui. 1 milliard. Il y a des niches fiscales comme celle qui est destinée aux armateurs. C'est 5 milliards d'euros d'économie possible. Il y a une contribution auprès du Parlement européen, de l'Union européenne, pardon, qu'on peut très bien baisser de 2 milliards, comme ça avait été déjà proposé dans les programmes que nous à la fraude sociale, comme l'immigration, qui sont 2 postes extrêmement coûteux sur lesquels, bien sûr, on peut trouver des leviers de... Tiens, avant de vous donner la parole, une image peut-être en direct du palais de l'Élysée, où en ce moment, Emmanuel Macron reçoit les ministres qui sont... les futurs, les anciens. Les futurs, ils n'existent pas encore. Il y en a qui s'accrochent. Oui, il y en a qui s'accrochent. Il reçoit les anciens et les futurs, parce que parmi les anciens, il y aura nécessairement des futurs. Nécessairement. Oui, c'est sur la liste. Oui, c'est sûr. Qui est pressenti? Alors, on sait a priori que Catherine Vautrin devrait rester au travail et à la santé, au gouvernement. Sébastien Lecornu devrait rester aux armées. Le régalien. Au régalien. Mais tout ça pour ça. Et Rachida Dati pourrait aussi rester à la culture. Je mets ça au conditionnel, mais on est chez les fous quand même. Il y a des ministres qui resteront au sein du. Vous avez les mêmes infos? Oui, ça fait partie d'une liste qui a dû signer, parce que quand même malgré tout dans cette passation, c'est assez vrai. Il y a quand même un accord minima entre le Premier ministre et le président de la République. Donc où est le changement? Oui, mais je sais, mais il y avait un certain nombre de points de vue qui ont été négociés. Notamment, il y avait aussi M. Séjourné, dont on ne sait pas trop, parce qu'il y a l'idée aussi de conserver le ministre des Affaires étrangères. Le Cornu, ça c'est quasiment certain. Et Monsieur Barnier, quand il a signé son acte d'engagement, le ministre son acte d'engagement, et on ne sait pas trop. Il y a un point d'interrogation sur Bercy. On ne va pas garder Monsieur Le Maire parce qu'il est déjà partant. Et puis tout alors attendez, Hervé Morin qui dit c'est pas un gouvernement de rupture, sauf que Michel Barnier a parlé de changement et de rupture. Écoutez-le et on revient. Mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, d'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et je vais m'y atteler dès ce soir,
du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux, qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur sur le terrain. Je n'oublie pas, mesdames et messieurs, je n'ai jamais oublié tout ce que j'ai appris sur le terrain dans mon département de la Savoie. À coup sûr, nous devons et nous allons davantage agir que parler, pour trouver partout les solutions qui marchent. Et le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout, d'ailleurs, souvent des gens les plus modestes, les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas, qu'il faut respecter. Bon, on est vraiment dans la rupture là. Ouais. Non mais pourquoi vous voudriez une rupture? Parce que c'est ce que demandent les Français, tout simplement. Pardon de porter modestement la voix des Premier ministre à la suédoise. Alors pas en même temps, messieurs, Hubert Durier. Je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. D'abord, même au RN, on ne sait pas exactement ce que Marine Le Pen va décider parce qu'elle a envoyé un feu orange à Michel Barnier. Même ce matin, Jean-Philippe Tanguy disait c'est hors de question. Oui, enfin Jean-Philippe Tanguy, il n'a pas la voix de Marine Le Pen. Hein. Exactement, c'est pour ça que je vous dis que ça va évoluer. Il y aura d'abord la première étape du discours de politique générale, ensuite il y a le vote du budget, et puis après le gros morceau, ça va être la réforme des retraites. Mais ça va se négocier. Et le signal important, c'est qu'effectivement, lors de la primaire de la droite, il a été favorable à un moratoire. Ça va assez loin, ce qu'il avait proposé sur l'immigration et sur le contrôle. On a un petit tableau, on peut le voir. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des deals qui vont se faire. Bien sûr, il s'est quand même battu contre les Anglais pendant 4 ans, qui étaient dans le plus grand déni de réalité. Donc ne sous-estimez pas ses capacités de négociation et le fait qu'il ne se laissera pas imposer. Non, mais ce soir, notamment le fait d'abandonner la réforme des retraites. Ce soir, les Français, en vous écoutant, ont appris qu'on aurait des ministres qui seraient encore dans ce gouvernement, alors qu'il y a eu une demande de rupture absolue. Donc il y a des questions qui se posent. Il y a 166 députés macronistes à l'Assemblée nationale. Ils font partie de cette coalition qui est en train de se mettre en place. Il faut quand même qu'ils soient représentés. Non mais Yoann, c'est différent. Tous les ministères régaliens et que c'est exactement ça. C'est différent d'avoir la conservation d'acteurs politiques, certes de la majorité, qui étaient déjà ministres, qui ont été sanctionnés en réalité, que ce soit des acteurs régaliens, de l'économie ou je ne sais quoi. Finalement, hormis ceux qui ont organisé les Jeux Olympiques, finalement, qui est la sortie victorieuse finalement de ce gouvernement. Il faut espérer d'ailleurs, quand vous regardez d'ailleurs votre graphique, il faut espérer d'ailleurs que M. Barnier dure plus longtemps que 8 mois, parce qu'on est passé de combien 16 mois à 8 mois, il faut espérer que ce ne soit pas 4 mois, parce que c'était ça l'intérêt du graphique tout à l'heure. Donc la réalité aujourd'hui, c'est ça la question. Et la question, c'est pas encore... Exactement. C'est la survie. Non, mais exactement. Le premier acte, ça sera d'abord l'acte du gouvernement. Et effectivement, là-dedans, on aurait pu imaginer qu'il y ait des macroniens, mais comme M. Gabriel Attal le disait, il lui a dit c'est plus à nous de gouverner, en tout cas en tant que Premier ministre. Peut-être même suggérait-il qu'il n'y ait pas tant de ministres que ça à l'intérieur. Donc, même Macron, moitié-moitié macroniste. Non, mais on pouvait avoir des nouveaux. En tout cas, là, en l'occurrence, ce vers quoi on va, c'est on touche pas à la réforme des retraites. Donc, il y a déjà des figures imposées. Dans la rupture, il annonçait 3 grands thèmes. Si, il annonçait des thèmes qui sont l'immigration, et ça se relie avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est quand même dans non pas un accord de gouvernement, mais malgré tout un accord pour nommer quelqu'un à Matignon. Il y a sécurité, immigration, pouvoir d'achat. Ces 3 parmi les 4, il y avait l'école qui commençait. Et ça, c'est pour Gabriel Attal pour continuer sur l'affaire. Donc en réalité, on est sur quelque chose qui est une continuité. Il l'a dit, continuité et rupture. Il ne peut pas faire autre chose. Il veut durer. Donc le premier acte, ça sera le gouvernement. Avant de commencer par la politique générale, c'est le premier acte. Après, discours de politique générale, on verra combien de temps ça tient. Je pense que ça tiendra au moins là. Et le budget, ensuite, il ira plus loin que les 8 mois parce qu'il fera le 49.3 sur le budget qui sera l'acte majeur dans un temps record, puisque vous voyez ce qu'il nous reste comme temps maintenant pour élaborer. Alors juste, parce que en fait, exactement. Il y a Hubert Collard qui nous attend pour commenter également cette actualité. Je voudrais juste très rapidement Romain Eskenazi et Jean-Alain Capelle pour réagir à ce qui vient d'être dit en 30-40 secondes l'un et l'autre, s'il vous plaît. En 40 secondes, c'est quand même la coalition des perdants. Nous, on nous a refusé la majorité. Vous avez seulement 193 députés. La coalition des perdants.
Dois-je rappeler que LR a fait 6,5 ? Dois-je rappeler que LR a 47 députés ? Nous, au Parti Socialiste, on a 66. Juste le Parti Socialiste, sans la coalition avec laquelle on a été élu. Donc encore une fois, je suis désolé, la Macronie a perdu les élections et européennes, premier tour, deuxième tour législative, et elle va s'allier avec LR qui gagne Matignon avec 6,5%. Donc je suis désolé, il y a un vrai problème de légitimité. C'est vrai qu'il y a une forme de miracle de voir la cinquième force politique. Et grâce au Rassemblement national, Macron va pouvoir continuer. On vous remet le petit camembert, on vous remet les chiffres et les forces en présence. Jean-Alain Lacapelle. Nous ne sommes pas le DRH d'Emmanuel Macron. Non, mais vous y Nous ne sommes pas le faiseur de roi. Et nous ne sommes pas là non plus pour donner un chèque en blanc au gouvernement. Donc les choses soient claires, puisque la question a été de nouveau formulée, la position du Rassemblement national. Mais Michel Barnier est entre les mains de Marine Le Pen. Que Marine Le Pen et Jordan ont exprimé à plusieurs reprises ces dernières heures, c'est qu'il fallait que le Premier ministre respecte enfin les 11 millions de Français qui avaient voté pour nous et pour nos alliés. Michel Barnier semble en avoir en effet le profil. Ensuite, nous attendrons le discours de politique générale, en effet, et nous verrons s'il intègre réellement dans le cap qu'il va donner, parce que là, on est dans le casting. Le casting, on s'en fout du casting, en quelque sorte. Hein. Les Français, ils attendent. Ils veulent une rupture politique. Il a fallu 51 jours. Ils veulent une rupture politique. Et est-ce qu'un certain nombre, donc... Vous vous moquez un petit peu de nous, Jean-Alain Lacapelle. Vous en fichez du casting, alors pourquoi vous n'avez pas voté... Enfin, pourquoi vous n'avez pas laissé Xavier Bertrand arriver à Matignon? C'est Laurent Wauquiez qui voulait pas Xavier Bertrand. Ce que je voulais vous dire... C'est Laurent Wauquiez qui voulait pas Xavier Bertrand. Le premier critère. Le premier critère, la case n'était pas cochée par Xavier Bertrand. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est le cas politique que va insuffler Michel Barnier, qui va être intéressant. Si en effet le message des Français, le message politique des Français sorti des urnes lors de la élection est pris en compte, la position de l'Assemblée nationale ne sera pas la même, bien évidemment. Gilbert prendra la parole après. Mais honnêtement, il a entendu. Je suis convaincu que nos compatriotes qui ont beaucoup plus de maturité politique que vous ne le dites ont compris que cette Assemblée était ingouvernable et qu'à partir de là, ils se disent la seule chose dont on a besoin, c'est d'un peu de stabilité gouvernementale pour passer cette année où il ne peut pas y avoir d'élection. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui sont capables de gérer des crises, qui sont capables de faire passer une loi de finances, mais ils ne sont pas en train de demander de la rupture. Ils veulent juste que le pays ne sombre pas. C'est la seule chose qu'ils demandent. Et ils disent, eh bien, le moment de la rupture, ce sera l'élection présidentielle qui aura lieu dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Un mot en disant, parce que ce graphique, il est intéressant. Est-ce que vous voyez sur ce graphique que la gauche a gagné les élections législatives? Elle est arrivée en tête, cher monsieur. La gauche n'a pas gagné les élections. 193, 166, 47. Ce que vous dites, c'est une fable. Elle est arrivée en tête, c'est une fable. Elle est arrivée en tête, d'accord, mais vous n'avez pas gagné, monsieur. Mais vous êtes mis en Elle est arrivée en tête. Vous n'avez pas gagné. Vous êtes arrivé en tête, mais vous n'avez pas gagné. Bah oui. Non, mais honnêtement, vous jouez moins finement que le Rassemblement national. Non, mais c'est normal que les gauches aujourd'hui aient un peu la gueule de bois parce qu'elles ont été les seules qui ont proposé pendant 2 mois. Elles ont un rêve estival. Elles ont eu envie, elles ont proposé des noms. Vous pouvez accorder l'idée que c'est pas marrant. S'il vous plaît, Gilbert Collard est connecté avec nous. Il nous écoute. Bonsoir, Gilbert Collard. Je voulais juste, avant de donner la parole, citer Éric Zemmour qui disait Macron vient de remplacer un Macron avec 10 ans de moins par un Macron avec 30 ans de plus. Avec les Français, nous voulions que tout change. Nous croyons que ce choix soit fait pour que rien ne change. Voilà, Éric Zemmour. Gilbert Collard. Oui, écoutez, on n'avait pas besoin d'Éric Zemmour pour... On est d'accord. On a un accord avec M. Collard. Hein, je dis qu'on n'avait pas besoin d'Éric Zemmour pour faire ce constat. Hein. Bon, moi, je crois que tout va se jouer sur la réalité du caractère de Barnier. Soit l'homme qui était candidat lors de la primaire de droite va accomplir dans la réalité le discours qu'il tenait sur le moratoire, sur la limitation du regroupement familial, sur la réforme du droit d'asile, enfin tout cela, vous le savez, je ne vais pas le répéter, peut-être avec des atténuations politiques, soit il ne tiendra aucun compte des engagements qu'il a pris. Et à ce moment-là, il ne durera pas. Mais ce n'est pas tellement Barnier qu'on juge ce soir, c'est Macron. C'est Macron. C'est Macron parce que c'est lui qui finalement a été amené, faute de possibilité de trouver un Premier ministre, à racler les fonds de tiroir et à trouver quelqu'un qui, au demeurant, est assez convenable. Hein. Moi, au Parlement européen, on le connaît, il est poli, il est courtois. Bon, la gauche, elle est cocue, il n'y a pas de doute, ça c'est clair, c'est net. Ils portent des cornes qui leur permettraient de faire de la corrida, c'est clair. Ça ne porte, il n'y a aucun doute là-dessus. Je leur concède volontiers.
tant pis pour eux, ils l'ont cherché. Bon, maintenant, ils vont essayer d'avoir une session de rattrapage dans la rue. C'est pas forcément très démocratique. Barnier, il durera ce que durera son authenticité. Si c'est un... Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Pardon? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Michel Barnier? Pour moi, il incarne le prototype du fonctionnaire politique, hein, avec des qualités de technocrate, des qualités psychologiques d'écoute, des qualités de politesse, ce qui n'est pas déplaisant non plus. Hein. Mais il va peut-être réussir par sa manière un peu huileuse de fonctionner, d'apaiser le débat, mais encore une fois, les Français attendent autre chose, quoi. N'oublions quand même pas que Macron... C'est un opposant politique à Emmanuel Macron, tout de même. L'entourage du président, d'ailleurs, n'a eu cesse de le répéter cet après-midi. Pardon? C'est tout de même un opposant politique à Emmanuel Macron qui a été nommé à Matignon aujourd'hui. Bien sûr, il le traitait de solitaire et arrogant. Mais plus rien ne veut plus rien dire, vous comprenez. Plus rien ne veut plus rien dire aujourd'hui. On est dans un tel bordel politique que toutes les boussoles sont déréglées. La seule chose qu'on peut se dire, c'est est-ce que cet homme qui est sorti finalement d'une retraite dans laquelle il pensait demeurer, hein, et qui, du reste, tout peut arriver sous Macron. C'est extraordinaire, ça. Hein. Tout peut arriver. Tous les sarcophages peuvent s'ouvrir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est Nefertiti, Macron. C'est extraordinaire. Bon, voilà. Cet homme, il a l'avantage... Macron, c'est Champollion. Champollion, s'il vous plaît, oui. Il a l'avantage d'avoir une expérience politique, d'être un homme qui a parcouru quand même les chemins politiques. Mais s'il tombe, et je crains que cela se produise, hein, s'il tombe dans le piège de la technique politique qui consiste surtout à prendre des ministres compatibles avec Macron, à ne pas fâcher le président, à rester en bon terme avec tout le monde, dans 3 mois, il vole en éclats. Ça sera inévitable, vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle je me permets de dire que tout va dépendre de son caractère. Où on a la chance de découvrir un homme qui a un caractère et qui s'impose à Macron, parce que Macron, si son Premier ministre a du caractère, il n'est plus rien. Imaginez qu'on ait un Premier ministre capable de s'imposer, capable d'imposer sa politique, capable d'imposer ses réformes. Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Des voyages. Il ne pourra plus rien faire. Et le Parlement, à ce moment-là, s'il y a de vraies décisions, de vraies réformes qui respectent tout le monde, le Parlement peut suivre, y compris, du reste, avec l'appui du Rassemblement national. Bon. Merci beaucoup Gilbert Collard de cette analyse et de ces quelques punchlines qui nous ont ravis également. Il est en forme, Monsieur Collard. Merci beaucoup. On va réécouter justement une archive qui prouve à quel point Monsieur Barnier a du chien quand il veut, a du mordant, surtout quand il s'agit d'Emmanuel Macron. Archive de 2021. Voilà, c'était pendant la primaire de la droite avant l'élection de 2022. J'ai envie de vous parler de la France et de la manière dont je la gouvernerai, si les Français me font confiance. Donc des institutions et de la Ve République. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Et l'échec du président sortant est clair. Pourquoi? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Et c'est pas ça la Ve République. Et ça n'a pas donné de résultats tels que les Français peuvent le juger. La manière dont je voudrais gouverner, c'est que chacun soit à sa place. Le président doit présider. Le gouvernement, comme l'indique la Constitution, doit gouverner. Le Parlement doit être respecté et écouté. Le dialogue social est important. Et puis, il faut qu'il y ait de la confiance, qui n'a pas été le cas depuis 5 ans, entre les maires, on l'a encore vu au Congrès des maires, les régions, les départements et le pouvoir exécutif. Que chacun soit à sa place, à sa bonne place, parce que chacun est utile. Que chacun soit à sa place. Mais il était acerbe contre Emmanuel Macron. Donc il y aura une sorte de polissage. L'exercice du pouvoir va faire en sorte que... alors, je ne sais pas si on va parler de cohabitation, d'ailleurs. C'est clairement pas une cohabitation. Enfin, encore une fois, l'obsession de Macron, c'était de poursuivre sa politique. C'est un opposant politique.
Non, mais attendez. Je reprends la grille de lecture de l'entourage du président. Il pèse 47 députés sur 577. Donc il a effectivement besoin du bloc central ou du bloc libéral pour Bonne question d'Hervé Morin. Si c'est pas une cohabitation, c'est quoi alors? Mais c'est la continuité du pouvoir. C'est de la collaboration. Macron cherche depuis 51 jours à savoir comment il va pouvoir continuer sa politique. Là, effectivement, il a trouvé, soit il donnait des gages. À la gauche, nous, au Parti Socialiste, on a donné 10 conditions, effectivement, pour ne pas censurer. Il n'a pas choisi de nous choisir. C'est long. Effectivement, il a préféré donner des gages au Rassemblement National pour qu'il ne soit pas censuré par le Rassemblement National. Donc c'est clairement la poursuite de sa politique. Oui, il y avait moins de conditions, il a raison. Non, c'est vrai. Mais moi, encore une fois, je suis un militant de gauche depuis très longtemps et je me mets à la place des électeurs du Rassemblement National qui se sont dit, moi, je veux voter, parce que Macron avait expliqué, il y a soit moi, soit le Rassemblement National. Tout le reste de la politique est effacé. Moi, je suis et la droite et la gauche, il n'y a que le RN. Donc, il y a beaucoup d'électeurs, notamment dans les campagnes, qui ont voulu voter pour avoir une alternative, effectivement, au président de la République. Et là, grâce au Rassemblement National, qui leur sert de béquille, il va pouvoir tranquillement poursuivre la politique qu'il a menée depuis 7 ans. Je trouve ça proprement scandaleux. Effectivement, je parle sans aucune difficulté de déni de démocratie quand les 2/3 des électeurs ont choisi de changer de politique. Jean-Léon Capelle, avant de vous entendre, je voudrais qu'on entende Marine Le Pen, justement, parce que les politiques... La véritable manœuvre... Juste un instant, si vous le voulez bien. Les politiques ont évidemment tous, beaucoup d'entre eux, réagi à la désignation de ce 26e Premier ministre de la Ve République. La gauche fustige le choix d'Emmanuel Macron, on l'a compris à travers vos mots et on l'entendra encore dans un instant. La droite encense les qualités du nouveau chef du gouvernement, quand le RN veut donc lui laisser sa chance. Écoutez Marine Le Pen tout à l'heure. Monsieur Michel Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale, de la même façon qu'aux autres groupes. Et ce sera utile parce que des compromis vont devoir être trouvés compte tenu de la situation budgétaire de notre pays. Le Rassemblement national ne participera pas à un gouvernement de quelque nature que ce soit. M. Barnier n'est pas de nos idées et ils ont fait en sorte que le Rassemblement national ne puisse pas obtenir une majorité absolue avec toute une série de magouilles, de désistements. Aujourd'hui, ils sont dans la situation que nous avions annoncée, c'est une situation de chaos. Nous verrons bien si M. Barnier arrive au moins à faire en sorte que ce budget puisse être équilibré. Voilà, et j'ajoute peut-être le commentaire de Sandrine Rousseau. La nomination de M. Barnier est possible parce que Emmanuel Macron considère le RN plus fréquentable que... Et il a fait un choix, Emmanuel Macron. Il a fait un choix. Emmanuel Macron, en même temps, a succédé le choix de gouverner à droite. Et l'union des droites, elle est en train de se faire subrepticement, sous le contrôle... Vous voyez ça, vous? Ah bah oui, sous le contrôle du RN. Qu'est-ce qui peut séduire les électeurs RN chez Michel Barnier? Non. Pardon pour la question, je vous prends peut-être de court. Non, mais ce sera la proposition qu'il formulera dans son discours politique général. Je l'ai dit, autour du pouvoir d'achat, de l'immigration ou de la sécurité. La manœuvre qu'il y a eu, c'est la manœuvre qui s'est passée, la négociation qu'il y a eu entre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. C'est ça. Attends, je vais terminer quand même mon propos. On va répartir la parole parce que vous êtes tous très dynamiques. Et maintenant, j'espère que l'ancien ministre se rappellera des paysans pour lesquels il avait travaillé, qui a envoyé un cri d'alerte plusieurs fois ces derniers mois, qui sont méprisés. Ouais. J'espère qu'il a renégocié les traités de libre-échange, et notamment le Mercosur, qui se profile tout droit. J'espère que l'ancien candidat à la primaire dont on parlait tout à l'heure, et les propositions qu'il faisait pour lutter contre l'immigration, j'espère qu'il n'oubliera pas, en effet, une partie de ces propositions. Et enfin... vous êtes en train de nous dire très sérieusement... Je terminerai. Et enfin, j'espère que l'ancien commissaire européen saura aller, et le montagnard qu'il est, saura aller au sommet de la Commission européenne aussi, sera au sommet de la Commission européenne pour aller aussi challenger la Commission européenne sur le pacte d'asile-immigration et notamment sur toutes les compétences que la Commission européenne essaie de s'accaparer, comme celle de la défense, notamment des affaires étrangères également. Non, mais si le Parti socialiste n'était pas aussi faible, n'était pas aussi inféodé à LFI et sous la tutelle de LFI, la construction gouvernementale n'aurait pas dû être celle-là. La construction gouvernementale normale, c'est un Parti socialiste social-démocrate qui est associé dans une construction gouvernementale, et c'était Bernard Cazeneuve, Premier ministre, c'est tout. Vous avez un représentant du PS. Non, c'est concrètement pas possible. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce que sur les 67, il y a 15 députés socialistes qui sont autonomes de manière électorale. Donc, comme il y a une élection dans moins d'un an, vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, parce que vous avez passé un accord, il y a besoin
d'un accord avec LFI, et c'est ce qui vous tient aujourd'hui au-delà des idées. La gauche la réalité, c'est que vous êtes dépendant aujourd'hui pour des raisons électorales. C'est pas un gros mot, c'est pas insultant, c'est pas un gros mot, c'est une réalité, c'est un pacte électoral. 15 ou 17 sont autonomes. Même M. Hollande, il n'est pas certain de pouvoir s'en sortir. Romain Eskenazi va répondre, Yohann va prendre. Mélenchon ne veut pas laisser renaître la société. Non, mais ça, c'est encore une autre affaire. Mais Romain Eskenazi, pour l'instant, soyons disciplinés. C'est à l'Assemblée que ça joue. À l'image du nouveau Premier ministre, rigueur et... On verra combien de temps ça dure. Encore une fois, il y a encore pas si longtemps que ça, Manuel Valls, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, ça s'appelait le Parti socialiste. C'est-à-dire que la gauche a toujours été plurielle. Et effectivement, c'était plutôt la force centrale du Parti socialiste qui était en avant. Aujourd'hui, ça se divise en partenaires avec différents partis. Nous, on porte une voix au Parti socialiste qui est la nôtre, mais je fais une différence, excusez-moi, contrairement à M. Macron, entre la droite et la gauche. Donc moi, je ne me reconnais pas dans toutes les positions, dans toutes les propositions de la France insoumise, mais encore une fois, on se retrouve sur le pouvoir d'achat, on se retrouve sur les services publics, on se retrouve sur la fiscalité, on se retrouve sur la transition écologique, on se retrouve sur la lutte contre la discrimination. Donc encore une fois, mais moi, vous savez, j'ai dans ma circonscription, monsieur, une jeune fille de 20 ans qui vote parce qu'ils trouvent que la planète brûle, ils vont voter LFI. Dans les quartiers populaires qui étaient nos électeurs il y a 10 ans, qui trouvent qu'il y a des inégalités, ils vont voter LFI. Et donc je veux dire, ces électeurs, je leur parle plus. Je suis désolé, aujourd'hui, la gauche est plurielle et encore une fois, on est une coalition. Dans une coalition, il y a des différences. Dans une coalition, il y a des divergences. Et on se met ensemble parce qu'on a un intérêt commun, c'est effectivement que le Rassemblement national ne gouverne pas avec des idées farfelues en disant sauver le pays en trouvant on est bien sur un parti unique. On est bien sur un parti unique. À la France insoumise. Ah vous êtes bien sur un parti unique, ça c'est clair. Non, on est bien sur un parti unique. S'il vous plaît, un peu de discipline, messieurs. C'est vous qui avez permis à Mme Borne d'être réélue. C'est vous qui avez permis à Mme Borne d'être élue, comme à M. Herman d'être élu. J'ai l'impression par le désistement de vos candidats. Et bien là, vous allez leur permettre c'est la réalité. Vous allez leur permettre de continuer leur politique. S'il vous plaît, chers amis. Vraiment, nous sommes tous des amis, nous écoutons dans le respect. Et vraiment, en fait, c'est pour les téléspectateurs. Quand on parle tous ensemble, on n'entend rien, on comprend rien. Donc c'est pour que votre voix soit audible. Yohann Usaï. Je voulais revenir sur le tweet de Sandrine Rousseau, qui tout d'un coup a eu un éclair de lucidité. Elle découvre que le Rassemblement national est plus fréquentable que la France insoumise. Mais oui, clairement, demandez l'avis des Français. Il est évident que pour un grand nombre de Français, le Rassemblement national est plus fréquentable que vos alliés de la France insoumise. Pour vous, en tout cas, ça paraît à peu près certain. Mais évidemment. Vous avez au sein de la France insoumise... Non, mais c'est quoi la France insoumise? La France insoumise, c'est un parti au sein duquel il y a des antisémites. Des agitateurs qui... Il n'y en a pas au RN. Des agitateurs qui font... Mais laissez-moi terminer, monsieur. Des agitateurs qui font monter l'antisémitisme. Il y a un fichier S. Il y a un ancien dealer. Il y a des délinquants de toutes sortes, j'en passe, et des meilleurs. Et vous allez nous dire, effectivement, vous découvrez maintenant que les Français ne veulent pas 80-85% de la France insoumise. Mais il est évident que c'est un parti qui doit être ostracisé. Il est en dehors de tout cadre républicain. Il ne correspond en rien aux valeurs de la République. Et c'est un parti qui, évidemment, ne peut faire partie d'aucune coalition, d'aucun gouvernement de quelque sorte que ce soit. En tout cas, moi, je ne suis ni membre ni avocat de la France insoumise. Je suis au Parti socialiste depuis 19 ans. Oui, bien sûr. En tout cas, je relève que vous parlez effectivement de personnes qui ont été condamnées par la justice, etc. Moi, j'en vois aussi beaucoup. Et d'ailleurs, les seuls politiques en France qui ont été condamnés pour antisémitisme, ils se trouvent plutôt au Rassemblement national qu'à la France insoumise. Vous vous trompez. Donc voilà. Et encore une fois, il y a aussi beaucoup de Français qui rejettent. Ah, c'est de la diffamation. Jean-Marie Le Pen n'a pas été condamné pour antisémitisme, monsieur. Jean-Marie Le Pen n'est pas au Rassemblement national. En tout cas, il y a eu un front républicain. Cher monsieur, il y a eu un front républicain et une majorité des Français ont décidé de ne pas confier le pouvoir au Rassemblement national. Donc vous affirmez de manière péremptoire qu'une majorité des Français est contre LFI. En tout cas, une majorité des Français est contre le Rassemblement national. On l'a vu dans les urnes. François Hollande, il prend acte que le RN est au centre du jeu et on va l'écouter. Ça, c'est sûr. Oui. Il y a maintenant la quasi-certitude que s'il a pu être désigné après cette longue procédure, et alors même qu'il n'avait pas été donné à Mme Castet la possibilité de voir si elle pouvait elle-même être acceptée par l'Assemblée nationale, c'est parce que le Rassemblement national, précisément l'extrême droite, a donné une forme de quitus. Et c'est quand même un paradoxe que, ayant réalisé un front républicain qui a été douloureux pour beaucoup, mais nécessaire, même s'il ne faut pas écarter, bien sûr, les électrices et les électeurs du Front National. Mais il n'empêche, le Front républicain, il a eu lieu pour écarter l'extrême droite. Et là, c'est l'extrême droite qui donne, d'une certaine façon, à monsieur le président de la République, Macron, la possibilité de nommer un Premier ministre de son choix. Je pense qu'il aura, devant l'Assemblée, à s'en expliquer.
Jean-Christophe Gallien, elle est quand même très paradoxale cette situation parce qu'il y a moins de 2 mois, on a appelé un front républicain pour faire barrage au Rassemblement national et aujourd'hui c'est la bienveillance du Rassemblement national qui permet à Michel Barnier d'accéder à Matignon. Quelle drôle d'histoire. Oui, c'est une espèce de cercle qui n'est pas vertueux, pour reprendre ce que vous disiez, mais qui traduit le résultat absolument terrible et qui illustre surtout ce qui est en train de se passer et qui va se passer à l'Assemblée nationale, si vous voulez. Et n'oublions pas d'ailleurs qu'il y a le Sénat à côté, qui aujourd'hui est très silencieux, dont on parle peu, où il y a une majorité républicaine, et ce qui garantit d'ailleurs à la possibilité pour M. Wauquiez d'avoir un peu plus de levier aussi, qu'on le dit, c'est pas 47 simplement députés, c'est aussi le Sénat, il faut regarder ça un peu plus globalement. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on découvre ce que c'est la technique aussi politique et parlementaire, et se joue là-dedans des renversements. Alors on parlait d'autres pays tout à l'heure, ça existe de manière très naturelle. Vous croyez qu'aujourd'hui la coalition allemande qu'on appelle tricolore, vous voyez, c'est des gens qui n'ont rien à voir entre eux, entre parenthèses. Ils se sont mis d'accord sur un petit commun dénominateur, ils vont perdre l'année prochaine certainement, mais ils ont tenu un certain nombre de mois. Donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être tout à fait d'accord, ce qui fait d'ailleurs qu'en réalité vous avez pu faire le NPF, parce que sinon vous êtes d'accord sur très peu de choses. Au fond, il y a un bloc central. Aux Européens. Non, mais c'est un bloc central, mais c'était exactement, vous aviez une offre séparée, qui d'ailleurs devrait se retrouver dans les comptabilités qu'on a à l'Assemblée nationale. Et c'est ça la réalité. C'est qu'on a une Assemblée qui est presque sortie de la proportionnelle, si vous voulez vous demander la proportionnelle, mais elle est déjà là. Elle est déjà là. Vous avez tellement de partis politiques qu'on a quelque chose qui est ingouvernable. Non, mais je veux dire, c'est quasiment le résultat qu'on aurait avec la proportionnelle. Donc, on aura encore. Non, pas vraiment. Non, ce que je disais d'ailleurs à M. Lacapelle sur un autre plateau, je disais, si j'étais le Rassemblement national, je ne demanderais pas la proportionnelle. Il faudrait qu'il fasse une révision. Il devrait prendre le mode de scrutin britannique, scrutin uninominal majoritaire à un tour, il serait déjà à Matignon. Il l'aurait comme M. Keir Starmer. Donc en réalité, ils devraient changer aujourd'hui leur système. C'est-à-dire que le premier arrivé en tête, si vous voulez, sur un tour gagne. Tout ça pour dire quoi? Mais il n'y a pas d'élection présidentielle. Non, c'est législatif et c'est très important. Ils auraient gagné à l'Assemblée nationale avec ça. Pas avec la proportionnelle. Il nous reste 3 minutes. Ensuite, on changera de plateau. Mais est-ce que ça fait partie du deal ce soir, aujourd'hui, ou demain, la proportionnelle Non, mais je répète, il n'y a pas de deal. Hein. Le deal, il est lui entre Emmanuel Macron et l'extrême gauche pour faire élire, pour sauver quelques sièges. C'est ça le deal qu'il y a eu. C'est le soir du premier tour de l'élection législative. En revanche, pour me parler du mode de scrutin, la position de l'Assemblée nationale est claire. On ne changera pas de position. On a toujours été pour le scrutin à la proportionnelle. C'est pas parce que le vent change qu'aujourd'hui on va changer d'opinion. Notre projet, notre demande, ça a toujours été le mode de scrutin à la proportionnelle, avec pour la liste arrivée en tête. Une prime à la liste arrivée en tête, ce qui permet de garder une stabilité et de ne pas ressembler à ce qu'était la 4ème République. Voilà la position de l'Assemblée nationale. Dernière petite chose, samedi c'est pour vous pouvez lever le doigt, mais c'est pour vous. Est-ce que samedi, vous serez avec ceux qui vont aller manifester à la place de la France Insoumise? Alors, première chose, je vois que vous avez des femmes qui arrivent sur le plateau, déjà j'en suis ravi parce qu'on était quand même un peu en entre-soi depuis tout à l'heure, donc je suis absolument ravi qu'il y ait des femmes qui arrivent sur ce plateau, j'aurais pas le plaisir d'échanger avec elles. Je ne serai pas samedi pour manifester, je comprends que les Français, et je trouve pas ça antidémocratique, c'est même constitutionnel le droit de manifester. Pourquoi vous n'irez pas samedi? Alors, pour plusieurs choses, pour 2 raisons d'ailleurs. La première, c'est que j'ai 7 forums des associations dans ma circonscription et je considère que c'est mon rôle d'être sur le terrain, à l'écoute auprès des habitants des associations. Bravo, monsieur le député. Deuxièmement, il y aura des élections l'année prochaine, donc il ne faut surtout pas oublier. Deuxièmement, je considère qu'il est légitime que des Français soient en colère parce que leur vote n'a pas été entendu. On leur dit allez voter, au final leur vote n'est pas respecté. Donc je comprends qu'ils veuillent manifester. Moi j'ai la chance de pouvoir le faire dans l'hémicycle en tant que député. Et donc effectivement je serai en circonscription aux côtés de mes administrés. En tout cas aujourd'hui, ce qui est manifeste et ce qui est clair, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule force d'opposition à Emmanuel Macron, c'est la gauche. Romain Eskenazi, Hubert Coudurier, Hervé Morin, Jean-Alain Lacapelle, Jean-Christophe Gallien, on va vous remercier d'avoir passé cette première heure en notre compagnie. 2 nouveaux invités, vous l'aurez compris, vont nous rejoindre pour continuer de décrypter cette actualité, la nomination du 26e Premier ministre de l'histoire de la Ve République, le plus vieux de cette 5e qui succède au plus jeune. Avant de retrouver nos invités, écoutez cette autre son de Michel Barnier, justement, ce respect dû à tous les partis politiques. Il a voulu l'afficher et bien sûr qu'il pense, lors de cette passation, au Rassemblement national qui pourrait lui permettre de durer plus longtemps que certains ne l'imaginent. Michel Barnier.